Les récits du passé qui nous intriguent le plus sont souvent particulièrement horribles. Vlad l'Empaleur, Richard III et Attila le Hun sont des figures quasi mythiques. Nous sommes fascinés par les méfaits des empereurs romains et des hordes vikings. Mais c'est facile d'oublier que ces gens et leurs victimes ont réellement existé. Et que la réalité est souvent plus complexe que la légende sanglante. Je m'appelle Joe Crowley, je suis journaliste. Je m'appelle Susanna Lipscomb, je suis historienne. Ensemble, nous allons dévoiler la réalité cachée derrière des personnages et des événements restés tristement célèbres. En revisitant les scènes de crime, c'est bon, affaire classée. Et en explorant de nouvelles pistes, regardez, voilà les preuves. Pour tirer des conclusions parfois étonnantes. Vous pensez connaître ces chapitres de l'histoire? Rien n'est moins sûr. Dans cet épisode, nous enquêtons sur 3 exécutions particulièrement barbares en nous demandant si le mythe respecte la vérité historique. Quelles sont les dernières révélations sur la pendaison bâclée de l'officier nazi sadique montrée dans la liste de Schindler? On manque de détails sur ces derniers instants. On a beaucoup de légendes, mais aucun fait. Les Anglais ont-ils vraiment exécuté un redoutable chef viking en le jetant dans une fosse de serpents venimeux? Il a semé l'horreur, mais elle l'a rattrapé. Et pourquoi William Wallace, le célèbre Braveheart, a-t-il été torturé et exécuté pour haute trahison? Wallace était bel et bien coupable pour les Anglais et les Écossais. Il ne pouvait pas s'en sortir. En 1946, l'ancien officier SS Amon Goeth va être pendu à Cracovie en Pologne. Il a sur les mains le sang de milliers de Juifs. Son sadisme a été raconté dans le film de Steven Spielberg, La liste de Schindler. L'exécution de Goethe a été filmée et semble avoir été improvisée à la va-vite. L'a-t-on fait souffrir délibérément? Est-ce une vengeance ou un simple accident? Notre enquête va faire la lumière sur la fin d'Amon Goeth. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux nazis sont jugés par le tribunal de Nuremberg et le monde entier découvre toute l'horreur de l'Holocauste. Amon Goeth est livré aux Polonais, qui l'a fait souffrir pendant des années. Le film de son exécution apparaît des années plus tard sur Internet, et des centaines de milliers d'internautes découvrent les détails macabres de sa pendaison. Les 2 premières fois, la corde de la potence se casse. Il ne meurt qu'à la 3e tentative. Depuis la publication du livre La liste de Schindler et le film à succès qui en a été tiré, de nombreux touristes cherchent à voir des vestiges de l'époque à Cracovie. D'ailleurs, ces taxis promettent de faire visiter l'usine de Schindler et le ghetto. Mais ce qu'on ne voit pas ici, c'est la trace de celui qui a fait connaître ces endroits au grand public, le SS Amon Leopold Goeth. Dans le film, Goethe est présenté comme un monstre de cruauté. Mais qui était-il vraiment? Comment en est-il arrivé là? Bonjour, vous êtes Alicia? Oui, bonjour Suzy. J'ai rendez-vous avec Alicia Jakowska-Nakaniec, qui a étudié le rôle d'Amon Goeth à Cracovie. Parlez-moi de lui. Quel genre d'homme c'était? D'où venait-il? Il était né en Autriche en 1908 et venait d'une famille de la classe moyenne. Elle possédait une maison d'édition à Vienne. Est-ce qu'il était nazi par conviction? Non, je ne crois pas. Ce qui me fait dire ça, c'est sa personnalité, son tempérament. Il était uniquement motivé par l'argent et le prestige.
En 1942, Goethe rejoint les SS chargés de nettoyer le ghetto juif de Lublin, en Pologne. Son efficacité et sa brutalité attirent l'attention de ses supérieurs, qui cherchent quelqu'un pour accomplir la même mission à Cracovie. Quelles étaient les conditions de vie dans le ghetto, dans les années 40 ? Quand le ghetto a été fondé en 1941, c'était vraiment très dur. Les gens mouraient de faim et ils étaient entassés les uns sur les autres. Qu'est-ce qui a changé quand Amon Goeth est arrivé ? Eh bien, il a commencé à exterminer les Juifs du ghetto. Ça s'est passé en 1943. Je vais vous montrer la place principale. C'est là que tout a commencé. En fait, c'est un endroit très important et chargé d'histoire, parce que c'est ici que les Juifs étaient abattus, sur ordre d'Amon Goeth. Donc si je comprends bien, il y a eu un massacre sur cette place. Oui, c'est à partir d'ici que les Juifs étaient amenés à Auschwitz et dans le camp de travail de Plaszow. Après avoir impitoyablement vidé le ghetto de Cracovie, Goethe est nommé à la tête d'un nouveau camp de concentration, où de nombreux Juifs cracoviens ont été envoyés. Le camp de Plaszow devient son royaume. En tant que commandant, il estime pouvoir faire tout ce qu'il veut sans rendre de compte à personne. D'après ce que j'ai appris sur Amon Goeth et ses crimes, je sais qu'il méritait un châtiment. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur son exécution bâclée. Pourquoi les autorités polonaises l'ont-elles si mal organisée? Est-ce vraiment si difficile de pendre un homme? Est-ce qu'on nous a caché quelque chose? Clairement, il y a quelque chose qui cloche dans cette exécution. J'ai vu les images d'archives et la pendaison a un côté amateur. Que s'est-il passé juste avant? Y a-t-il eu un procès? Est-ce que c'était un vrai procès ou un simulacre pour entériner une peine de mort décidée à l'avance? Je suis à Cracovie pour tenter de comprendre comment il a été jugé. Le règne de terreur de Goethe dans le camp de Plaszow s'achève en septembre 1944 quand il est arrêté par les siens, la Gestapo. Il s'est approprié des biens juifs qui devaient revenir à l'Allemagne. Mais le régime nazi vit ses dernières heures et n'a pas le temps de le juger. En 1945, Goethe est capturé par l'armée américaine et renvoyé à Cracovie pour son procès. Bonjour Martina. Enchantée. Moi aussi. L'archiviste Martina Gradska s'est penchée sur le procès. Je la retrouve dans l'ancien tribunal reconverti en musée d'archéologie. Ses crimes étaient connus. Alors dans quelle mesure y a-t-il eu une procédure judiciaire normale? Est-ce que c'était juste un faux procès pour le condamner à mort? Une quarantaine de personnes ont témoigné contre lui. Beaucoup sont venus dire qu'ils n'avaient jamais vu d'homme aussi cruel. Les témoins ont raconté qu'il y avait un petit signe avant-coureur quand il allait tuer quelqu'un. À chaque fois, il portait une écharpe et des gants blancs. Ça voulait dire qu'avant la fin de la journée, des gens allaient être exécutés. Les témoignages lors du procès montrent qu'Amon Goethe a tué par pur plaisir sadique. Il est reconnu coupable de la disparition de 2000 juifs du ghetto de Cracovie et de 8000 prisonniers du camp de concentration de Plaszow. Il a aussi volé des biens valant une fortune. Quelle a été sa défense? Comment s'est-il comporté pendant le procès? Il a tout nié en bloc. Il a dit qu'il n'avait pas commis ces crimes, qu'il n'avait pas volé d'argent, qu'il ne se sentait pas coupable. Il était même très fier de lui. Il avait un sourire sarcastique. Après sa condamnation, Goethe est enfermé dans la prison de Montelupic. Pendant la guerre, des milliers de prisonniers polonais y ont été incarcérés et maltraités par les nazis. Je me demande si des rescapés ont assisté à la pendaison. Ce jour de septembre 1946, que s'est-il passé pour Goethe? On sait à quelle heure il a été amené à ses bourreaux? On n'a pas cette chance.
On manque de détails sur ces derniers instants. On a beaucoup de légendes, mais aucun fait. Selon une histoire célèbre, il aurait dit « Heil Hitler » avant de mourir. Et il aurait fumé aussi une cigarette juste avant d'être exécuté. On ne voit rien de tout ça dans le film de l'exécution. Ça ne colle pas vraiment. Ces derniers instants sont très mystérieux. Mais c'était une sentence militaire, il a été pendu par des soldats. Que disent les archives de la prison sur Amon Goeth? Ça tient en une phrase, il est mort. Il est mort, c'est tout. Une seule phrase. Même pas il a été pendu ou il a été conduit à la potence à telle heure. Juste, il est mort. Oui. C'est bizarre, non? Très mystérieux. Oui. Vraiment, cela m'étonne. Goethe était un personnage de premier plan et pourtant, il n'y a presque aucun document sur son exécution. Il reste juste quelques images en noir et blanc. Tout ça me laisse perplexe. Je suis très étonné par ce que je viens d'apprendre. On a un grand criminel de guerre coupable de crimes horribles dans cette région de Pologne. On a pris soin de le traduire en justice. Il y a eu un procès. Et pourtant, quand on en arrive au moment de l'exécution de la sentence, on n'a plus aucune trace. Il n'y a qu'une phrase laconique, il est mort. Donc ça amène plus de questions que de réponses. Il y a vraiment trop d'incohérences dans la version officielle. Plus je regarde la vidéo de la pendaison d'Amon Goeth, plus je me demande si les ratages qu'on y voit relèvent juste de la malchance. A-t-on voulu se venger de son sadisme? Ou bien les bourreaux ont-ils vraiment eu du mal à faire ce qu'on leur demandait? Pour le découvrir, je dois savoir comment se déroule une pendaison. Pour moi, voilà à quoi doit ressembler une vraie potence. Regardez sa taille. Elle est plus haute, plus grande et plus solide que celle qu'on voit dans le film de Goethe. En fait, c'est la réplique d'une vraie potence. Des hommes ont été pendus autrefois dans cette cour de l'ancienne prison, aujourd'hui reconvertie en galerie du musée de la justice à Nottingham. N'est-ce pas ce qu'ils auraient dû utiliser pour Amon Goeth? La pendaison a été utilisée pendant des siècles comme méthode d'exécution. Récemment, le cas le plus connu est celui de Saddam Hussein en 2006. Gary Ewart a étudié les différentes techniques au fil de l'histoire. J'aimerais bien que vous m'en disiez plus sur la pendaison et la manière de procéder. Les exécutions judiciaires sont toujours des procédures très techniques, parce que le bourreau doit s'assurer que la longueur de la corde est adéquate, pour que la mort soit instantanée. Si elle est trop longue, la tête peut être arrachée. Si c'est trop court, la personne s'étrangle lentement. Je voudrais comprendre pourquoi la pendaison d'Amon Goeth s'est mal passée. Ce qui me frappe tout de suite, c'est le diamètre de la corde. On dirait une corde à linge. Elle est trop fine. Beaucoup trop fine, elle ne peut pas supporter son poids à l'impact. Et la fosse en dessous n'est pas assez profonde. Là, il doit y avoir environ 1 mètre. Et il faut prendre en compte la météo avec la neige et la glace. En quoi ça joue? Si la corde est mouillée, elle est gelée et va se casser. Donc c'est une exécution bâclée. Oh oui, complètement bâclée. Il a dû agoniser pendant 25 minutes. Je trouve ça horrible d'assister à la lente asphyxie d'un être humain. D'ailleurs, les bourreaux d'Amon Goeth semblent mal à l'aise eux aussi. On ne voit aucune trace de jubilation, juste du stress et de l'énervement. Je suis venue aux Galeries de la Justice pour essayer de savoir pourquoi l'exécution s'était mal passée et si ses organisateurs ont fait les choses dans les règles. Effectivement, les gens qu'on voit ne semblent pas savoir comment s'y prendre. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que Gary m'a dit sur la présence de neige par terre. Amon Goeth est mort le 13 septembre 1946. Septembre, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il ait déjà neigé. Je commence à me demander si c'est vraiment l'exécution du célèbre nazi Amon Goeth, si c'est une mise en scène ou quelqu'un d'autre. Pour Joe et moi, ça change toute l'enquête. La liste de Schindler a rendu Amon Goeth tristement célèbre. Sa réputation a été renforcée par la vidéo de sa pendaison. Les découvertes de Suzy remettent en question le point de départ de l'enquête.
Je dois dire qu'en voyant le film pour la première fois, la neige ne m'a pas frappé. Je l'ai à peine remarqué. Mais quand on y pense, c'est vrai que c'est inhabituel pour septembre. J'ai fait quelques recherches. Comme Suzy le supposait, sur ce relevé météo pour la Pologne en septembre 1946, on voit que la température oscillait entre 6 et 8 degrés. Trop chaud pour qu'il neige. Alors forcément, on se demande si la vidéo montre vraiment l'exécution d'Amon Göth. Je vais demander l'avis de Jackie Butterwick, spécialisée dans l'analyse des images. Je voudrais être sûr de l'identité de l'homme exécuté par pendaison, appelons-le Monsieur X. Si on trouve une différence physique significative entre deux individus, il ne s'agit pas de la même personne. D'accord. Et donc vous pensez avoir trouvé une différence significative? J'en ai même trouvé plusieurs. Ah bon, donc c'est convaincant. Expliquez-moi comment vous avez procédé, point par point. D'abord, on a la forme de l'oreille droite. Le lobe n'a pas le même aspect. Il est plus attaché sur Monsieur X que sur Amon Göth. Et puis, Monsieur Göth a la pointe du nez un peu recourbée. La mâchoire de Monsieur X descend en ligne droite vers le menton en partant du lobe de l'oreille. Alors que sur Monsieur Göth, l'os maxillaire descend d'abord verticalement en partant du lobe avant d'avancer horizontalement, ce qui donne une mâchoire plus carrée. Et puis il y a une zone sombre sur la joue droite de Monsieur X, là où on a mis une flèche rouge. On la voit sur plusieurs plans de la vidéo et ça fait penser à un grain de beauté sur le côté du visage. On n'a pas ça chez Monsieur Göth. Non, là on a un portrait très net sans grain de beauté. Rien du tout. Donc l'homme pendu sur la vidéo n'est pas Amon Göth. Exact. C'est incroyable. Jackie a pu comparer notre Monsieur X avec d'autres criminels de guerre nazis et d'après ses conclusions, il s'agit en fait de Ludwig Fischer, le gouverneur de Varsovie qui a été exécuté début mars 1947, à un moment où la ville était justement sous la neige. C'est super, Jackie. Merci beaucoup. Vous nous avez fait bien avancer. C'est une grande nouvelle. Amon Göth n'est pas l'homme de la vidéo. Non, ce n'est pas lui. Sûr et certain. Et voilà, c'est une découverte essentielle. Ces images d'archives ont été visionnées par des centaines de milliers d'internautes qui pensent tous avoir assisté aux derniers instants d'Amon Göth. Eh bien non. Nous savons maintenant avec certitude que ce n'est pas lui. Nous avons assez de preuves pour corriger cette erreur historique. Alors qu'est-il arrivé à Amon Göth? Pour tout dire, nous avons très peu d'informations, juste quelques mots dans les archives de la prison. Il est mort. Quand nous nous sommes lancés dans l'enquête sur l'exécution bâclée d'Amon Göth, nous n'avions aucune idée de la tournure qu'elle allait prendre. La fin de ce nazi sanguinaire reste auréolée de mystère, mais au moins nous avons pu rectifier une méprise qui durait depuis des années. On est en 845. Le viking Ragnar Lodbrok est capturé par le roi anglais de Northumbrie et jeté dans une fosse grouillant de serpents venimeux pour finir empoisonné. Depuis des années, ce guerrier attaque, vole et tue. Mais il est enfin tombé. Avant de mourir, il jure que ses fils vengeront sa mort. Cette prophétie s'est-elle réalisée? Et Ragnar a-t-il vraiment été exécuté comme le dit la légende? À la mort de Ragnar en 845, les Vikings sèment la terreur en Europe depuis des décennies. Leur tactique est simple, piller et détruire tout ce qu'ils trouvent, en priorité les monastères et les églises. Ils ne se cantonnent pas à l'Europe. À l'apogée de leur puissance, ces pillards scandinaves traversent les océans et installent des avant-postes jusqu'en Amérique du Nord et en Asie mineure. Pour en savoir plus sur l'exécution de Ragnar, je vais à la Bibliothèque royale de Copenhague pour rencontrer l'historien Rory McTurk, spécialiste des pays nordiques. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci.
Il veut me montrer le plus ancien manuscrit racontant la saga de Ragnar. En quoi cela peut-il nous renseigner sur sa mort? Est-ce qu'il y a des détails sur sa fin? Oui, on a un récit très précis de sa mort. Comment il a été jeté dans une fosse aux serpents et comment il a succombé à leur morsure. Vous pouvez m'en lire un extrait? Bien sûr. De nombreux serpents m'ont sucé le sang. Je serai bientôt un cadavre et mourrai parmi les bêtes. Il semble donc y avoir un fond de vérité à la légende de Ragnar Lodbrok et de sa fin tragique. Dans son dernier souffle, il aurait même prédit que ses fils ne resteraient pas sans réagir. Les gorets grogneront s'ils apprennent le sort réservé aux sangliers. Ils creuseront la terre avec leurs groins et couineront puissamment. Incroyable. Donc ça parle de la colère et de la peine ressentie par ses fils qui les pousseront à venger sa mort. Oui, c'est ça. C'est un premier indice sur les conséquences de l'exécution. Un détail me fait tiquer. Les mots utilisés dans ce récit me semblent trop mélodramatiques. Quand ce texte a-t-il été rédigé? Très longtemps après. Ce manuscrit date de 1400. Donc pas du 9e siècle. Non, malheureusement. Environ 300 à 400 ans après les faits qu'il est censé rapporter. C'est un grand privilège de travailler avec ce genre de manuscrit, mais je ne suis pas sûr de sa fiabilité. Il est totalement imprégné de mythologie, et il a été écrit 4 siècles après la mort de Ragnar. De nos jours, on a encore du mal à raconter des faits historiques remontant à 400 ans, alors honnêtement, ce texte n'est pas vraiment utilisable. Si je veux en savoir plus sur la mort de Ragnar, je dois trouver d'autres sources historiques. Joe a appris qu'au moment où elle a été rédigée, la légende de Ragnar dans la fosse aux serpents était racontée depuis 4 siècles. Donc, elle ne nous en apprend pas beaucoup sur ce qui s'est réellement passé. Je ne suis pas une spécialiste des serpents, mais je trouve ça très bizarre, cette histoire de fosse aux serpents. Ça a trop un côté Indiana Jones. Allons voir un expert. J'ai contacté Marc Hochet, herpétologue, pour voir si la légende est crédible. Il m'a donné rendez-vous dans une lande qui ressemble à celle où Ragnar aurait été exécuté. Je voudrais savoir si c'était possible de trouver assez de serpents venimeux en Angleterre pour tuer un homme. Quelle espèce y avait-il à l'époque? Exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Et le seul serpent venimeux était la vipère. L'habitat est parfait pour elle. La Northumbrie était couverte de bruyères et de tourbières. La présence de ces serpents dans la région est une première preuve. Voilà 2 jeunes vipères. Elles sont dangereuses? Elles sont venimeuses. Par conséquent, il vaut mieux ne pas se faire mordre. La vipère est le seul serpent venimeux de Grande-Bretagne. Et à l'époque de Ragnar, on ne connaissait pas d'antidote. Ce type de serpent peut-il tuer un robuste viking? Je pense à beaucoup d'espèces qui pourraient venir à bout d'un grand gaillard comme Ragnar, mais ça ne serait pas des vipères. Ce ne sont pas des animaux agressifs, elles sont plutôt dociles. Regardez, elles sont enroulées dans ma main, sur mon gant, et elles n'essaient pas de me mordre. Non, on a plutôt l'impression qu'elles veulent s'échapper. Oui, elles veulent s'enfuir. Et si elles étaient dans une fosse, je pense qu'elles essaieraient plutôt de se cacher dans tous les petits recoins. Je considère les serpents comme une arme très inefficace pour tuer quelqu'un. D'après ce que je viens d'apprendre, il semble improbable que Ragnar ait succombé aux assauts de serpents venimeux. Alors pourquoi les auteurs des sagas nordiques donnent-ils cette version? Est-ce pour justifier une invasion ou peut-être pour cacher la vérité? Si l'histoire de la fosse aux serpents est fictive, alors comment Ragnar est-il mort? L'histoire de la fosse de serpents tombe à l'eau. Il faut explorer une autre piste. À l'époque, l'Angleterre n'était pas la seule cible des attaques vikings. Ils ont aussi pillé la France.
L'un des raids les plus célèbres sur le territoire français a été mené par Ragnar lui-même, l'année où il est censé avoir été exécuté par les Anglais. Mon enquête sur Ragnar Lodbrok m'a conduit à Paris, où les Vikings ont fait un raid en 845. 120 navires vikings ont remonté la Seine depuis la côte et bien sûr, le fleuve les a menés au cœur de Paris. Je retrouve Elisabeth Rowe, une historienne qui a étudié ce qui s'est passé quand les Vikings sont arrivés sur place. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Selon elle, Ragnar et ses hommes ont attaqué une église qui se trouvait à l'époque en dehors de la ville, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. La partie la plus ancienne de l'édifice est bâtie sur les vestiges de l'église attaquée par Ragnar. Que nous apprend Paris sur Ragnar? Ce que nous savons sur lui, c'est qu'il a mené un raid sur Paris en 845 et qu'il est reparti avec des tonnes d'or et d'argent. C'est un fait historique. C'est la vérité derrière la légende. Cette église est particulièrement bien située si vous cherchez une base militaire et elle est idéalement placée pour faire peur aux habitants de Paris. Ragnar et ses Vikings étaient-ils terrifiants? Ragnar était un homme hors du commun. Les archives de l'époque disent qu'il a installé des potences et pendu 111 personnes sous les yeux du roi de France et des nobles. Ces hommes et lui étaient des hommes féroces, cupides et violents, des prédateurs. Ils étaient terrifiants et avaient des exigences inédites. Paris était le plus beau joyau de la couronne de France. Quand les Vikings débarquent, ils sont tellement effrayants que les Français leur livrent plus de 3 tonnes d'argent. Et ce trésor n'est pas la seule chose qu'ils remportent chez eux. Pourquoi ont-ils quitté Paris? Nous avons plusieurs récits distincts racontant que les Vikings ont été frappés par une maladie. On parle de corps gonflés de gaz, de souffrances atroces et d'hommes tombant comme des mouches. À cause de lui, l'horreur s'est abattue sur la France. Mais l'horreur l'a rattrapé. Je passe enfin derrière la légende pour avoir des faits avérés. On sait que Ragnar est venu à Paris, que c'était un pillard redoutable et que rien ne pouvait l'arrêter. Mais là, on a cette maladie inconnue qui aurait contaminé les Vikings. Qu'est-il arrivé à Ragnar? Quelle est la suite de sa saga? C'est une question fascinante. Les découvertes de Joe à Paris confirment ma théorie. L'histoire de la fosse aux serpents ne tient pas. Je suis sur une nouvelle piste, qui me mène dans le nord de l'Allemagne, au musée viking d'Aitabu, pour en savoir plus sur la mort de Ragnar. Il y a plus de 1000 ans, Aitabu était un site viking. Ragnar appartenait à la cour du roi qui régnait sur cette région, et il est peut-être revenu ici après son raid sur Paris. La principale caractéristique d'Aitabu, c'est que ce site viking était un grand carrefour commercial. On a un récit écrit peu après le raid sur Paris. C'est l'œuvre d'un observateur étranger venu à la cour du roi viking qui pourrait nous donner un indice décisif. Je me rends dans un village viking reconstitué pour retrouver Rudi Zimek, un grand historien qui a étudié les textes des ennemis et des partenaires commerciaux des Vikings. Un diplomate en visite, le comte Kobo, raconte le retour des Vikings avec leur butin français. Kobo s'est confié à un moine français qui l'a consigné dans un manuscrit. Il a dit que Ragnarius était revenu de son raid sur Paris en 845 et qu'il s'était vanté d'avoir volé beaucoup d'or et d'argent. Selon Rudi, Ragnarius n'est autre que Ragnar, qui fait un retour triomphal après son attaque. Mais que nous apprend le comte Kobo sur la suite des événements? Est-ce que ce récit nous apprend quelque chose sur la mort de Ragnar? Comme il s'était trop vanté, Saint Germanus serait venu le voir et se serait vengé, jusqu'à ce qu'il s'ouvre en deux, que ses entrailles tombent et qu'il dégage une véritable puanteur. Donc Saint Germain, le saint patron de l'abbaye de Paris, aurait puni Ragnar. C'est une histoire aussi incroyable que celle de la fosse aux serpents.
Quelle est donc la maladie ramenée de Paris par Ragnar et ses hommes? D'après la description des intestins infectés et de l'odeur pestilentielle, je penche plutôt pour la dysenterie. Comment peut-on expliquer qu'il y ait deux versions si différentes? D'un côté, on a une mort héroïque dans une fosse aux serpents, et de l'autre, une histoire horrible, avec son corps qui explose et ses entrailles qui jaillissent. Dans les deux cas, la mort est terrible. D'un côté, on a l'histoire d'un moine qui veut présenter Ragnarius comme l'incarnation du mal et lui attribuer une fin particulièrement atroce. Et de l'autre, les sagas nordiques, peut-être racontées par les fils de Ragnar eux-mêmes, mettent en scène une mort tragique pour rendre leur tentative de conquête de l'Angleterre encore plus glorieuse. En fait, c'est juste une belle fable. Ce sont même deux belles fables. Encore mieux. La mort de Ragnar reste entourée de légendes, même s'il est plus probable qu'il soit mort de maladie plutôt que mordu par des serpents. Toujours est-il que 20 ans après sa mort, les Vikings ont envahi l'Angleterre. Selon certaines sources, ils étaient dirigés par les fils de Ragnar, désireux de venger leur père. Je ne sais pas si c'est la vérité. À mon avis, les auteurs des sagas ont simplement utilisé la mort de Ragnar pour justifier cette attaque. « 23 août 1305. William Wallace, le rebelle écossais, va être exécuté pour haute trahison. Tout le monde le connaît depuis que sa révolte contre les Anglais et sa mort atroce ont été racontées au cinéma dans le film Braveheart. Il est le premier Écossais, traîné, pendu et équarri, selon la méthode de prédilection des Anglais, et son corps est exposé en public pour donner une leçon à ses compatriotes. Comment les Anglais ont-ils capturé ce grand guerrier ? Et pourquoi a-t-il été mis à mort si cruellement ? Il y a 700 ans, le roi anglais Édouard Ier dépose le roi d'Écosse et contraint son pays à accepter son autorité, ce qui pousse de nombreux Écossais à entrer en résistance. Voici le Wallace Monument. Il surplombe l'endroit où les hommes de William Wallace ont écrasé l'armée anglaise en 1297. On peut admirer une épée gigantesque que Wallace aurait utilisée au combat. Et sa taille suggère que l'homme était un géant. Mais que savons-nous vraiment sur lui? Et pourquoi est-il mort à Londres dans ces circonstances terribles 8 ans après cette victoire? Je dois rencontrer l'historienne Fiona Watson, spécialiste de la légende de William Wallace. La principale source d'information sur Wallace, c'est Blind Harry, l'auteur d'un poème épique intitulé Le Wallace, dans lequel il parle de sa vie, de son enfance à l'âge adulte et des grands actes de bravoure qu'il a accomplis contre les Anglais. C'est la base du scénario du film. Mel Gibson lui a été fidèle, le visage peint, les cheveux longs, le kilt, tout ce qu'on voit correspond au poème? Oui, c'est fidèle à ce qu'a écrit Blind Harry. Mais on peut se demander si ça a un rapport avec le vrai William Wallace. Il y a cette volonté d'avoir une vision très glamour de la vie de Wallace. Mais les vrais historiens n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quel est le problème avec la version de Blind Harry? Il l'a écrite dans les années 1470 et à l'époque, le roi d'Écosse, Jacques III, envisageait de faire la paix avec l'Angleterre. Le poème de Blind Harry a donc été utilisé par les opposants au roi pour rallier le peuple à leur cause. De nombreux nobles écossais ne voulaient pas de cette paix. Ils ont cherché un symbole de résistance farouche, l'exemple d'un Écossais qui ne voulait rien avoir à faire avec les Anglais. Et voilà, c'était l'homme idéal, parce qu'il n'avait jamais rendu les armes. Donc on a un cas typique de propagande qui nous en dit plus sur les années 1470 que sur Wallace lui-même. C'est exactement ça. C'est intéressant sur l'état d'esprit de l'époque, mais ça ne nous apprend rien sur Wallace, qui avait vécu 150 ans plus tôt. Une grande partie de la légende de Wallace ne serait donc qu'une fabrication dans un but politique. Et l'image du guerrier chevelu au visage bleu et en kilt, c'est du Hollywood tout craché. L'épée exposée est notre seul lien tangible avec le héros écossais.
Elle peut sans doute nous renseigner sur son propriétaire, l'homme exécuté par les Anglais en 1305. Le voyage de Joe en Écosse n'a rien donné. Notre seule certitude pour l'instant, c'est que William Wallace a été exécuté pour trahison. Comment les Anglais ont-ils justifié un châtiment très cruel infligé à un Écossais dont le seul crime était de défendre son pays? L'historien John Reuben Davis m'a donné rendez-vous aux Archives nationales pour me montrer un texte qu'il vient de découvrir. J'ai retrouvé le plus ancien document officiel, émanant d'une source vraiment fiable, sur ce qu'on reprochait à William Wallace. Ce rapport a été rédigé par les fonctionnaires de la cour du roi Édouard juste après l'exécution. Il détaille les crimes que William Wallace est censé avoir commis contre leur roi. Ennemis et rebelles contre notre roi, qui, en outrage au souverain, par toute l'Écosse, a cherché faussement à se faire appeler roi d'Écosse. Ce qui me frappe, c'est que d'après ce texte, il se serait proclamé roi d'Écosse. Oui, c'est ce qui rend ce document si intéressant. C'est le plus ancien qu'on ait, mais aussi le seul qui porte cette accusation. Si Wallace, qui n'est même pas un noble, se présente comme le roi, pas étonnant que les Anglais veuillent le neutraliser. Mais je ne comprends pas pourquoi il est accusé de trahison. À l'époque, l'Angleterre et l'Écosse étaient bien deux pays distincts, non? En 1296, le roi d'Écosse, Jean de Bailleul, avait abdiqué. Et il a été publiquement, rituellement et cérémoniellement humilié par Édouard Ier. Ensuite, tous les Écossais de marque, tous les propriétaires terriens du pays, ont prêté allégeance à Édouard Ier. Bien sûr, le seul qui n'a pas obéi, c'est William Wallace. Wallace reste loyal à Jean de Bailleul. C'est un élément essentiel. Voilà un homme qui se bat pour son roi et pour son pays, pas pour lui-même. Donc, si je comprends bien, William Wallace n'avait pas beaucoup de partisans en Écosse. C'était plutôt une voix isolée, le seul qui s'opposait à Édouard Ier. Je ne dirais pas qu'il n'avait aucun soutien, mais c'est vrai qu'il se démarquait des autres. Presque tous les gens importants dans le pays étaient désormais à la solde d'Édouard Ier. Comme William Wallace refuse de se soumettre au souverain anglais, Édouard Ier peut le déclarer hors la loi. Les nobles écossais qui obéissent à leur nouveau roi ont maintenant le devoir de le capturer. Détail incroyable, c'est un compatriote qui le livre aux Anglais. Ce que John m'a appris est un choc. L'image qu'on a de William Wallace est très différente du portrait qu'il m'en a fait. Il m'a expliqué que selon les critères et les lois de l'époque, Wallace était bel et bien coupable pour les Anglais et les Écossais. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il était condamné. Le Wallace Monument m'a donné une idée du mythe William Wallace. Mais je ne sais rien de l'homme condamné à être traîné, pendu et équarri comme le voulait la coutume. Je suis impressionné par cette épée qui mesure 1,63 m pour près de 3 kg. Je voudrais savoir si cette arme peut nous apprendre quelque chose sur son physique et sa personnalité. Je vais à la Wallace Collection, à Londres, pour trouver Toby Capwell, spécialiste des armes et des armures. Bonjour Toby. Bonjour Joe. Enchanté, comment ça va? Bien. Il est le conservateur d'une très belle collection d'objets anciens et connaît parfaitement les épées du Moyen-Âge. Bien qu'elle soit de grande taille, vous pouvez constater qu'elle est étonnamment légère et que son poids est bien réparti. Si vous regardez la lame, vous voyez que le forgeron a pris soin de poncer les parties plates de chaque côté pour l'alléger au maximum. Malgré ce que veulent nous faire croire les héros hollywoodiens, on ne l'arrange pas dans un fourreau sur son dos avant de repartir dans la plaine en roulant des mécaniques. Les épées à deux mains étaient maniées par un petit nombre de chevaliers et de soldats très entraînés qui se plaçaient au premier rang du bataillon.
pour tailler l'ennemi en pièces. Et que nous apprend cette épée sur Wallace lui-même? Absolument rien. Ah bon? L'épée du Wallace Monument représente une double tromperie. Premièrement, la taille de cette arme ne nous dit rien sur la carrure de son utilisateur. Une épée à deux mains peut parfaitement être brandie par un homme d'1,40 m. Et deuxièmement, ce n'est pas une épée médiévale. Ah non? Elle date du XVIe siècle ou du début du XVIIe. Les premières traces de cette épée dans les archives remontent à 1505, soit 200 ans après la mort de Wallace. Elle est exposée dans le Wallace Monument depuis 1888. Voilà une bonne leçon d'histoire. On ne peut pas juger un homme à son épée. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en faisant de cet homme une légende, un être surhumain avec une épée gigantesque, on ne lui rend pas service. Peut-être qu'il était tout à fait normal, et ça rend ses exploits d'autant plus impressionnants. Le dernier voyage de Wallace a commencé à Westminster. C'est ici qu'il a été condamné à être traîné, pendu et écarré. Le trajet qu'il a suivi faisait partie du châtiment. Pour se faire une idée de son calvaire, je vais suivre ses pas d'ici au lieu de l'exécution. Selon le premier terme de sa sentence, il doit être traîné. Cela signifie qu'on lui attache les pieds à un cheval et que seule sa tête touche le sol, parce qu'il n'est plus digne de marcher debout et de fouler la terre. Pour cela, on l'enveloppe dans une peau de vache ensanglantée, pour l'humilier et s'assurer qu'il ne meurt pas pendant le supplice. Il doit survivre jusqu'à la fin. La route la plus directe entre Westminster et le lieu de l'exécution aurait été trop courte et trop facile pour le châtiment voulu par le roi Édouard. Wallace a d'abord été traîné sur les rives de la Tamise jusqu'à la Tour de Londres. En chemin, les habitants peuvent jeter des pierres et des ordures à cet Écossais qui a osé défier leur roi et humilier l'armée anglaise. J'ai parcouru les 5 kilomètres qui séparent Westminster de la Tour de Londres. Wallace a dû souffrir le martyre. Imaginez votre tête qui cogne par terre pendant 5 kilomètres. Ensuite, il a été traîné vers le nord, jusqu'à Aldgate. À ce stade, des centaines ou des milliers de personnes avaient pu apercevoir ce célèbre rebelle écossais. Je suis à Smithfield. Au Moyen-Âge, cet endroit était encore un champ. Des marchands venaient faire affaire ici. Le célèbre marché à la viande de Smithfield derrière moi existe depuis 800 ans. Le 23 août 1305, ça a été le site d'une boucherie d'un autre genre. C'est là que Wallace a été exécuté. Mais pourquoi ici? Ce choix était motivé par la tenue de la foire de Bartholomée pendant 3 jours. Elle a commencé juste après l'arrivée de ce qu'il restait de Wallace. Le roi Édouard voulait que son agonie soit le lancement officiel de la foire. Donc il a été amené dans un endroit où les gens se retrouvaient pour manger, boire et s'amuser. Voici la porte de l'église de Saint-Bartholomew-le-Grand, à Smithfield, où s'est terminé le long et sanglant parcours de Wallace. J'ai trouvé une chronique du XIVe siècle qui décrit ce qu'il a enduré ce jour-là. Voilà ce que ça dit. Il a été traîné jusqu'à une très haute potence, érigée spécialement pour lui, où il a été pendu au bout d'une corde, puis redescendu à moitié mort, après quoi son corps a été éviscéré de la manière la plus cruelle et atroce. Après son dernier souffle, son corps a été découpé en 4 quartiers. Sa tête a été plantée sur un pieu et exposée sur le pont de Londres. Pour moi, c'est une évidence. Beaucoup de ce que nous pensons savoir sur William Wallace est un mythe. Mais sa mort ici est bien réelle, et une plaque sur le mur derrière moi lui rend hommage. L'ironie, c'est que si les Anglais ne l'avaient pas exécuté aussi cruellement, si sa fin n'avait pas été si mémorable, il ne serait peut-être pas devenu le héros écossais légendaire resté dans les mémoires.